Madame Diaz. Oui, dans le cadre de notre volonté de contribuer à la transition énergétique, nous apportons notre soutien à l'hydrogène, à la préservation de la biodiversité et au développement de l'innovation, notamment en matière de stockage de l'énergie. Mais cette convention, cette délibération semble dévoiler une volonté de cacher la réalité, ou alors une profonde méconnaissance des faits, ou alors peut-être, et c'est là le pire, un déni de réalité. Je vais donc porter à votre connaissance quelques éléments qui auraient dû paraître dans cette délibération. Ils portent sur 3 points. Le développement de la transition énergétique via le solaire et l'éolien, le développement territorial et économique et la décarbonation des usages avec notamment les mobilités électriques. Il convient de rappeler que l'engagement en faveur des énergies renouvelables s'inscrit dans le cadre des objectifs de l'Union européenne, formalisés à partir des directives de 2001 et retranscrits en droit français à partir de 2005 par les lois POP, la loi du 3 août 2009 et la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015. La loi de 2009 fixe à horizon 2020 un objectif de 23% d'énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie. En 2015, la loi prolonge son objectif de pénétration des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie, qu'elle fixe à 32% en 2030, alors que l'Union européenne ne demandait que 27%. Et en parallèle, elle invite à une réduction de 50% de la part d'énergie nucléaire dans le mix énergétique d'ici 2025. Alors pour terminer cette introduction, je voudrais mettre en lumière le fait que la région ambitionne de faire mieux que l'État et l'État mieux que l'Union européenne. La Cour des comptes, dans son rapport de mars 2018, indique, je cite, que les objectifs de l'État sont peu réalistes et ne sont pas compatibles avec la trajectoire d'augmentation des capacités des énergies renouvelables électriques. Je vous invite donc à dresser la conclusion en ce qui concerne la démarche de la région. Un point maintenant sur le développement de la transition énergétique via le solaire photovoltaïque et l'éolien, ainsi que leur impact direct sur le développement territorial et économique. Ce même rapport de la Cour des comptes indique que le tissu industriel français a peu profité du développement des énergies renouvelables. Il annonce même un bilan décevant au regard des moyens considérables qui ont été apportés. Il souligne par ailleurs un soutien disproportionné en ce qui concerne le photovoltaïque et les éoliennes offshore. Pour l'éolien offshore, qui ne représente que 2% de la production électrique, l'État est engagé à hauteur de 2 milliards d'euros par an et pour 20 ans. Et pour le photovoltaïque, l'État est aussi engagé à hauteur de 2 milliards d'euros par an et pour 20 ans, pour seulement 0,7% du mix énergétique. Voilà quelques milliards qui se sont évaporés. Je voudrais aussi porter à votre connaissance d'autres chiffres éloquents qui vont dans le sens de la mise en garde que nous voulons vous exprimer. Cette folie qui consiste à vouloir nous priver de notre indépendance énergétique peu chère en procédant à une dénucléarisation irresponsable du mix est d'autant plus insensée que pour produire l'équivalent d'une centrale nucléaire, il faut 68 km² de panneaux photovoltaïques. Où allons-nous trouver la disponibilité foncière pour implanter de telles superficies ? Par ailleurs, le rapport de la Cour des comptes précise que 90% du marché mondial est aux mains des Asiatiques. La filière française est quasi inexistante ou en mauvaise santé. En ce qui concerne l'éolienne, si votre objectif à horizon 2030 est respecté, cela voudra dire que l'on aura implanté 10 000 éoliennes de plus. Et je me pose une question, votre engagement quant à la non-implantation des éoliennes dans le Blayais comptera-t-il pour du vent ? Vous voulez développer la filière des voitures électriques qui ne représente aujourd'hui que 2% des achats. Vous mettez en avant 2 freins au développement de cette filière, la faible autonomie des véhicules et la difficulté de recharger les batteries. Je vous suggère d'ajouter le prix d'achat. Si nous sommes tout à fait d'accord pour nous dégager de notre dépendance énergétique vis-à-vis des pays du Golfe producteurs de pétrole, le Rassemblement national refuse d'offrir sa dépendance énergétique aux puissances asiatiques. Et un dernier mot sur le volet hydroélectrique que vous évoquez dans cette convention. Je vous rappelle qu'à cause de l'Union européenne que vous persistez à défendre contre vents et marées, les concessions des barrages hydroélectriques feront d'ici 2022 l'objet d'une ouverture à la concurrence. Mise en concurrence mortifère pour nos services publics. Mais cela ne semble pas vous chagriner puisqu'à l'occasion de la séance plénière du 26 juin, vous avez balayé d'un revers de main notre motion relative au refus de l'ouverture à la concurrence des barrages hydroélectriques. Donc pour résumer,
Vos objectifs sont déconnectés de la réalité. Vous vous obstinez à vouloir subventionner des technologies coûteuses pour les finances publiques qui ne contribuent pas à notre indépendance énergétique et qui ne vont pas bénéficier à l'industrie française. Et quand bien même vous voudriez appliquer la préférence nationale, vous en seriez empêché par l'article 106 du traité sur le fonctionnement de votre chère, au sens propre et au sens figuré, Union européenne, qui impose aux États membres une concurrence libre et non faussée. Alors arrêtez de brasser du vent, soyez un peu terre à terre et surtout sortez un peu de votre idéologie. Non mais vous m'avez... Et ça vous fait rire en plus. Ça vous fait rire. Non seulement vous n'avez pas lu la délibération, non seulement vous n'avez pas lu la délibération, mais en plus vous racontez n'importe quoi.